le sort d'un travailleur humanitaire belge qui a été arrêté en Iran et qui sera libéré en échange d'un Iranien condamné pour terrorisme en Belgique. Un vaste sujet que cette diplomatie des otages, comme on l'appelle, et qui est aussi une question récurrente en Israël face au Hamas, qui détient en ce moment les corps de 2 soldats et 2 Israéliens. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes expert en contre-terrorisme et ancien agent de la DGSE. Alors tout d'abord, on va revenir avec vous évidemment sur cette information de la nuit. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, qui a été tué par un drone américain en Afghanistan. 20 ans après les attentats du 11 septembre, quelle menace faisait encore peser le leader d'Al-Qaïda sur le monde au niveau du terrorisme ? Alors, la menace d'Al-Qaïda, donc celle de son leader, restait présente, bien entendu, mais elle avait fortement diminué ces dernières années, puisqu'Al-Qaïda, depuis une dizaine d'années, a perdu beaucoup de terrain face à son principal concurrent, si l'on peut dire, qui est l'organisation État islamique. D'autant plus que al-Zawahiri était bien davantage un idéologue, un stratège qu'un tacticien. C'est pas lui qui serrait les boulons, c'est pas lui qui décidait des attentats, c'était plus quelqu'un qui insufflait de l'idéologie dans Al-Qaïda. Donc son rôle était important. Sa disparition fait un peu baisser la menace, mais pas beaucoup. Al-Qaïda était déjà en perte de vitesse et aujourd'hui, en fait, n'est plus active réellement que dans 2 zones au monde, la péninsule arabique avec le Yémen et bien entendu l'Arabie saoudite où il y a de temps en temps des manifestations, mais surtout le Yémen et bien entendu le Sahel et deux autres zones d'Afrique. Mais l'influence d'Al-Qaïda a baissé et la capacité opérationnelle d'Al-Qaïda en Europe ou aux États-Unis est aujourd'hui à peu près inexistante. Alors, quel avantage aussi pour les États-Unis de communiquer sur cette information, sachant qu'Al-Qaïda a représenté en termes de terrorisme ce qu'il a représenté, et puis les événements diplomatiques, les événements géopolitiques sont jamais vraiment séparés les uns des autres. Donc, quel intérêt, j'ai envie de dire, pour les États-Unis en ce moment, bien sûr, de communiquer là-dessus? D'abord, très clairement, il y avait un intérêt symbolique. Vous l'avez rappelé, Al-Qaïda, c'est le 11 septembre. C'est plus de 3000 morts aux États-Unis sur le sol américain, ce qui ne s'était jamais produit dans un acte terroriste et qui ne s'est produit d'ailleurs nulle part ailleurs, ni avant, ni après. Donc, Ben Laden avait été éliminé 10 ans après le 11 septembre. Aujourd'hui, on est presque 20 ans après le 11 septembre. C'est un peu symbolique et c'est un rappel, et c'était ça le principal message de Joe Biden hier soir à la Maison-Blanche. C'est un rappel que celui qui attaque les États-Unis peut fuir au bout du monde dans une zone désertique ou dans une ville hostile comme Kaboul, mais un jour ou l'autre, même si on y met 20 ans, on le rattrapera et il sera neutralisé. C'était ça, je pense, le message. C'est un message pour le passé, pour les victimes, bien entendu. Justice est rendue, comme il a été dit, mais c'est aussi un avertissement pour l'avenir. Ne nous attaquez pas, le prix à payer sera terrible. Alors justement, avertissement pour l'avenir, on y vient avec vous, avec la menace iranienne et le fait que bien finalement l'Iran ne fait rien pour qu'il y ait un accord qui soit conclu, et même ces derniers temps multiplie les annonces concernant des arrestations de personnes sur son sol qui sont présentées par le régime islamique, souvent comme liées au Mossad. Pourquoi ce type d'annonce dernièrement, et puis aussi ces arrestations notamment de ce Français qui a été arrêté en Iran? Qu'est-ce que cherche à faire l'Iran avec ça? Alors, l'Iran, depuis que le régime des Mollaïnés, il y a une quarantaine d'années, l'Iran mène l'Iran d'abord est un État terroriste, très clairement, qui commet et fait commettre des attentats, qui sponsorise des attentats à l'étranger, entre autres en Europe, mais pas seulement, partout dans le monde, en fait. Rappelez-vous l'attentat à Buenos Aires contre l'AMIA, la mutuelle juive d'Argentine, qui avait fait de plus de 100 morts et des centaines de blessés.
Et puis surtout, parallèlement à ce terrorisme d'État, l'Iran pratique une diplomatie des otages. Ça a commencé il y a très longtemps, ça a commencé avec les otages français du Liban dans les années 80, parce que l'Iran avait un compte à régler, plusieurs comptes à régler avec la France, et ça s'est poursuivi sans relâche depuis. On pense aujourd'hui que l'Iran a à peu près plusieurs dizaines, peut-être une quarantaine de détenus qui sont détenus la plupart du temps sous des accusations de fausses accusations d'espionnage, souvent mais pas exclusivement pour le Mossad. Certains, comme le docteur Jalali, un médecin irano-suédois, ont été condamnés à mort. Et tout ça, c'est pour faire pression, c'est pour avoir une réserve d'otages, pour faire pression sur l'Occident quand un dossier le nécessite. Ça, c'est la nature profonde du régime, en définitive. Faire pression, dites-vous, mais actuellement, on le voit avec ce fameux accord sur le nucléaire iranien que les États-Unis voulaient restaurer. Ça ne marche pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que du côté américain, on hésite à prendre des mesures plus fortes par rapport justement à cette diplomatie des otages? Ce que j'ai envie de vous résumer comme question, Claude Moniquet, c'est en fait, est-ce que cette diplomatie des otages sert l'Iran à faire effectivement pression? Est-ce que c'est efficace? Alors c'est probable. Alors, ça peut être efficace. En l'occurrence, les Iraniens ont donc en détention aujourd'hui ce médecin dont je parlais, qui est irano-suédois, mais qui enseignait la médecine d'urgence à l'université de Bruxelles, l'université flamande de Bruxelles, la VUB. Ils ont aussi un humanitaire belge, Olivier Van de Castel, qui a été arrêté sous des accusations d'espionnage à nouveau il y a plusieurs mois. Et là, il y a un but très clair. L'Iran souhaite obtenir la libération d'Assadollah Assadi, diplomate, espion et terroriste, qui a été condamné à 20 ans de prison à Anvers en novembre 2020, suite à la préparation d'un attentat dans lequel il était totalement impliqué de A à Z, près de Paris, en 2018. Alors là, ça a marché avec la Belgique, parce que la Belgique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a signé un traité d'échange de prisonniers avec l'Iran, qui en fait ne sert qu'à une chose, à rendre Assadi à l'Iran. Et ce traité a été ratifié par le Parlement il y a quelques jours. Mais ça marche un peu moins au plan mondial, parce que immédiatement, qu'ont fait les États-Unis, qui d'autre part négocient avec l'Iran sur le nucléaire effectivement, eh bien ils ont demandé à la Belgique d'extrader vers Washington Assadi pour qu'il réponde d'autres délits, d'autres crimes qu'il aurait commis contre les Américains, et ce, pour évidemment empêcher les Belges de le livrer, de le rendre plus exactement aux Iraniens. On verra dans quelques semaines ce qu'il en sera. Ces questions-là concernant effectivement les négociations par rapport aux otages, c'est des débats aussi qui ont souvent lieu en Israël, notamment quand en échange de deux otages israéliens, eh bien, des groupes terroristes demandent des libérations massives. Et on discute toujours en Israël, par exemple, pour savoir si il faut continuer à faire ça ou pas. La dernière affaire dont vous venez de nous parler concernant la Belgique, est-ce qu'elle a suscité, je suppose, des débats de ce type et quelles ont été les principales objections à cet échange avec l'Iran? Alors les deux objections principales, c'était d'une part que il y avait une confusion des choses, un mélange de pouvoirs, une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, puisque Assadi a été condamné il est en prison depuis 4 ans, il a été condamné il y a 2 ans et il doit encore purger 18 ans de détention. Et donc la justice s'est prononcée de manière définitive, mais le gouvernement, l'exécutif, a décidé de bypasser, si on peut dire, la justice pour se débarrasser de cet homme et libérer son otage. Alors, ça, c'était le premier argument de ceux qui s'opposaient au vote de cette loi. Le deuxième argument est un argument plus moral, il faut pas céder au terrorisme. Et le troisième argument, et je pense celui qui a le plus de sens, c'est que le régime iranien, je l'ai dit, est un régime terroriste qui prend des otages. C'est un régime aussi qui pratique le chantage. Et tout le monde sait, n'importe qui regarde des séries policières télévisées, sait que la dernière chose à faire, c'est céder au maître chanteur, parce que ça ne fait qu'une chose, l'encourager à continuer et à recommencer. Par ailleurs, l'Iran multiplie les déclarations comme quoi, si elle voulait, elle pourrait se doter de la bombe nucléaire, mais elle n'en a pas envie. À quoi ça sert? Ça fait déjà 2 fois en une dizaine de jours que des responsables iraniens disent ça. Donc, à quoi ça sert?
Bon, ça fait plus de 20 ans que les Iraniens disent ça, mais le problème, il est très clair, et je reviens à la nature profonde de ce régime, qui est un régime dictatorial qui opprime le peuple iranien, qui est une menace, qui soutient des groupes terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah, qui est une menace pour toute la région. C'est aussi un régime d'hypocrites et de menteurs. Ils disent ça, mais tout le monde sait, et ils s'en cachent à peine quand on en parle en privé, tout le monde sait que le but de l'Iran, c'est obtenir l'arme nucléaire, à minima pour sanctuariser la révolution iranienne chiite, et c'est ce que pensent les Israéliens, et ils ont peut-être raison, pour attaquer, pour s'en prendre à Israël. Alors évidemment, on peut se dire que ce serait de la folie parce que la riposte israélienne serait dévastatrice, mais on est en face d'un régime qui est aussi un régime extrêmement religieux, fanatique, et donc qui peut-être ne fonctionne pas dans la même logique que nous. Mais très clairement, quand les Iraniens disent quelque chose, il ne faut pas les croire. Quand les Iraniens disent quelque chose, il ne faut pas les croire, mais du coup, est-ce qu'il faut croire qu'ils ont la possibilité de fabriquer la bombe atomique ou pas ? Alors là, par contre, c'est un peu la bouteille à encre. Bien entendu, on ne sait pas exactement où ils en sont, mais les dernières estimations que j'ai vues, qui ont été rendues publiques il y a quelques semaines à peine, faisaient état du fait que l'Iran serait peut-être, théoriquement en tout cas, à quelques mois de la capacité nucléaire. Et là, on approche très clairement d'une ligne rouge, parce que la position israélienne a toujours été très claire, et même si ça ne se dit pas ouvertement, cette position est soutenue en tout cas par les Américains. Israël ne tolérera pas que l'Iran possède l'arme nucléaire. Donc on se rapproche fortement de la ligne rouge. En tout cas, c'est ce que disent les Iraniens, c'est ce qu'ils font croire. Et tout ce qu'on peut récolter et qu'on a collecté ces dernières années comme renseignement montre que l'effort, entre autres d'enrichissement d'uranium, ne s'est jamais arrêté, qu'une grande partie du programme nucléaire a été cachée, que donc ce n'est pas un programme civil, et donc oui, probablement, quand les Iraniens disent qu'ils ont la capacité de construire la bombe, c'est vrai. Tout ça, toutes ces informations concernant l'Iran, ce qui est inquiétant aussi, c'est que ça semble faire écho à ce qui se passe en ce moment au niveau international, notamment par rapport à la guerre en Ukraine et la Russie. Un peu, j'ai envie de dire, un retour à une ambiance de guerre froide avec l'élément nucléaire qui apparaît de façon centrale. Selon Antonio Guterres, le numéro 1 de l'ONU, l'humanité est à un malentendu près de l'anéantissement nucléaire. Ça fait peur, ce genre de phrase. Oui, ça fait peur, très clairement. Et la phrase de Gutiérrez qu'il a prononcée hier est une phrase très forte, prononcée bien entendu à dessein. L'arme nucléaire, comme elle était pas conçue, parce que quand elle était conçue, c'était pour le Japon, et personne ne savait vraiment ce que c'était en 1945. Maintenant, on sait. Et le développement de l'armement nucléaire par la suite a été le développement d'une arme, comme on dit, de non-emploi, d'une arme de dissuasion. L'arme nucléaire n'a de valeur que si on ne l'emploie pas, parce que si on l'emploie, surtout aujourd'hui avec des milliers de têtes nucléaires, c'est grosso modo la fin du monde, en tout cas la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Alors donc, très rapidement, est-ce que ce que dit Antonio Guterres, est-ce que effectivement on est à un malentendu de l'anéantissement, oui ou non? Il reste 20 secondes pour répondre. Oui, parce que malheureusement, l'arme nucléaire n'est plus seulement aux mains de Washington et de Moscou, qui étaient des puissances rationnelles, mais elle est aux mains d'un homme à Moscou qui semble moins rationnel que les autres et qui, demain, pourrait également être aux mains des Iraniens qui ne sont pas rationnels du tout. Donc oui, effectivement, on est à un malentendu près d'une guerre nucléaire. Merci beaucoup, Claude Moniquet, d'avoir été en direct avec nous sur Radio J ce matin. Bonne journée à vous.